Bonjour à tous, Ghislain Larochelle, imofacile.ca. Encore cette semaine, beaucoup de questions que vous m'avez posées et de très bonnes questions pour que vous allez voir, vous allez adorer. J'ai de plus en plus de commentaires de gens que je rencontre dans les soirées mensuelles à différents endroits qui me disent « Hey, c'est super, qu'est-ce que tu fais le vendredi, répondre aux questions de la semaine? On a tout le temps hâte aux vidéos. » Fait que sans plus tarder, allons-y avec les questions. Il y avait plusieurs commentaires sur le site Internet. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de les mettre sur une feuille blanche et je vais y répondre comme ça. Première question. Guillaume, qu'est-ce qui influence le plus le prix des logements dans un quartier donné? Exemple, pourquoi les logements à Québec sont les plus chers de la province? Hier, ça donne drôle parce que j'étais à une conférence de la Corpic et on avait une belle courbe qui nous montrait que depuis 92 à aller en 2016, les revenus, fait que suivez mes mains, OK? Les revenus jusqu'en 2002, les revenus et le prix des immeubles se suivaient avec une certaine courbe. Et en 2002, qu'est-ce qui est arrivé? Les immeubles ont beaucoup augmenté de valeur et le prix des revenus est fait comme ça. Donc, on s'est retrouvé avec des immeubles qui rapportent moins, le prix a augmenté beaucoup et principalement, Guillaume, c'est l'offre et la demande. Fait que vas-y dans le duplex, dans le triplex, il y a beaucoup de gens qui cherchent ces immeubles-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le prix. Va dans le 20-24, normalement, tu vas payer moins cher la porte que si tu as du duplex ou triplex. J'espère que ça répond à ta question. Gab, existe-t-il des règles régissant les prêteurs privés? Est-ce qu'on parle des règles du gouvernement? Il y a une règle que je connais. Peut-être s'il y en a qui en connaissent d'autres, vous pourrez le marquer sous les commentaires. La première règle, c'est 60 % d'intérêt maximum. Je sais qu'il y en a qui ont parti à rire, mais le maximum est 60 %. C'est rare que tu as 60 %. Les autres règles, ben, c'est des règles de base que les prêteurs se sont données. Ils vous le donnent à vous. Par exemple, le délai maximum, le délai minimum, par exemple 2 mois, 3 mois, le taux d'intérêt au départ, 2 à 3 % de frais de dossier. Ensuite de ça, ça peut varier de 8 à 18 %. Mais si tu as de l'intérêt plus gamme, on a une formation qui est juste pour les prêteurs privés. Devenir prêteur privé et on passe pendant 3 heures sur tout le détail du prêteur privé. Et c'est une belle façon de trouver des prêteurs privés en passant si tu viens en classe ou tu peux l'acheter en vidéo. Guillaume, est-ce une bonne chose d'acheter plusieurs petits plex au lieu d'en acheter un gros? Est-ce qu'un jour, les banques ne voudront plus prêter après un certain nombre de portes? Je fais de la consultation, comme vous le savez, de 30 minutes et après-midi, j'ai le plus bel exemple qui m'est arrivé là-dessus. Un entrepreneur très jeune, il a 24 ans, et il a construit 4 maisons. Il les a construites, il les a louées. Là, il vient me voir et il dit « Ghislain, je ne suis plus capable d'acheter de maison, je ne suis plus capable d'acheter rien, je suis bloqué partout. » Qu'est-ce qui arrive, Guillaume, dans ce temps-là? C'est que son ATD, ABD est trop élevé par rapport à la valeur de l'immeuble et les revenus dépenses. Fait qu'il n'est plus capable d'acheter. Fait que lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il s'en aille dans du plus gros. Et je le dis souvent, la joke, est-ce que vous avez déjà vu au Québec un gars qui a 142 maisons ou 142 duplex? C'est très rare. Les banques empêchent ça. Pourquoi? Parce que c'est des investissements qui sont assez risqués parce que si tu perds un revenu, tu perds 50 % de tes revenus dans le cas d'un duplex. Fait que mon conseil, va-t'en dans le plus gros, dans le 6 et plus. OK? Hugo, j'ai un locataire qui voudrait se faire installer un système d'alarme dans le logement principal d'une maison avec bachelor que je lui loue. Quelles sont mes responsabilités? 1, qu'est-ce qu'il faut que tu vérifies avec lui, que ce ne soit pas un petit Joe connaissant qui vient installer le système d'alarme, que ça soit fait par un professionnel à l'intérieur, qui va l'installer à l'intérieur de la maison, qui ne te le démolira pas. Assure-toi que l'installation est faite en bonne et due forme et que moi, je ne paierai pas pour l'installation du système d'alarme. S'il veut se l'installer lui-même, qu'il l'installe, il va avoir les frais mensuels et quand il va partir, tu fais une entente avec lui qui laisse les fils dans le mur. S'il veut partir avec le petit contrôleur, c'est correct, mais qui laisse tous les fils dans le mur pour le prochain utilisateur. Parce que c'est pas très, très cher, l'équipement. Pour ça, j'ai regardé pour un commercial récemment, puis c'est à peu près 350 que ça me coûtait juste l'équipement pour mettre dans le local commercial. Kevin,
Truc et astuce pour refinancer un immeuble après des travaux d'amélioration. 1. Sois présent avec l'évaluateur agréé. Il va y avoir des questions. Je veux que tu sois là, Kevin. 2. Donne-lui la liste des travaux. Voici tout ce que j'ai fait dans l'immeuble. Bon, j'ai refait la salle de bain, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai changé. Fait que tout ce que tu as fait, donne-lui la liste et le prix que ça t'a coûté. Avec la main-d'œuvre, oublie pas ça. Et demande-lui, est-ce que tu penses que tu es capable d'atteindre, par exemple, 400 000 pour la valeur d'immeuble? Est-ce que tu penses que tu es capable d'atteindre 420 000? Donne-y un challenge, un défi, en français, un défi pour voir jusqu'où il va pouvoir se rendre. Fait que c'est comme ça que je travaille, mais être présent, c'est super important. On a Barbel. Comment utiliser des prêteurs privés? Bien, il y a des prêteurs privés qui peuvent se spécialiser dans différents domaines. Puis si on y va en général, ça peut être pour des flips, l'achat, rénovation, revente d'un immeuble. Il va pouvoir t'aider. La rénovation majeure, fait que tu as eu un dégât d'eau, tu as eu un problème avec un immeuble, il va pouvoir t'aider, te financer pour la rénovation majeure en attendant que tu refinances l'immeuble. De la construction neuve, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça du bridge. Fait qu'il achète, on emprunte de l'argent et il nous fournit l'argent jusqu'à temps que la banque nous rembourse ce montant-là. Fait que c'est un bridge, il appelle ça en anglais un bridge financing, et on a ça dans la construction et dans le terrain. Le multilogement, ça peut être une option des prêteurs privés, mais il faut que tu aies une porte de sortie. Tu ne gardes pas un prêteur privé à 10-15 % pendant 3, 4, 5 ans. Il faut que tu aies une porte de sortie, un refinancement ou quelque chose qui va arriver pour sortir ton prêteur privé. On s'en va maintenant avec Gilles. Pour l'achat d'un plex, est-ce mieux de donner 20 % de mise de fonds afin d'éviter la SCHL ou de mettre 15 % et de prendre la CHL? C'est une bonne question et qu'est-ce que je te suggère, Gilles, c'est de faire un tableau Excel et de mettre les deux options. Option 15, option 20. Il y a des fois que notre cash flow est meilleur quand on prend la SCHL parce qu'on a un taux de rabais de diminué. J'ai eu des cas qu'il y avait un taux d'intérêt à 1,95 au lieu de 2,53. Fait que le taux de rabais faisait que tu avais un meilleur cash flow. Mais il faut regarder aussi, tu as 15 % donc tu as une pénalité, mais tu mets moins de mise de fonds. Je ne veux pas faire de généralisation, mais les deux cas peuvent être bons. Rentre-le dans le calcul et fais-le avec un exemple. Mais moi, principalement, j'essaie tout le temps d'aller chercher ma mise de fonds de 20 % par des partenaires, par des balances de vente à l'extérieur pour éviter la SCHL. Samuel. Acheter un condo pour des fins locatives, c'est bon ou mauvais investissement? Si c'est seulement pour un investissement, normalement, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois. Et s'il y a des gens qui veulent en parler dans le post, dans la description en bas, parlez-en. Normalement, il ne reste pas grand-chose. La seule chose qui est payée, c'est ton condo se paye au bout de X années. Et comme on sait, la valeur des condos n'augmente pas de ce temps-ci. Il prévoit pour 2017 0 % d'augmentation. Fait que 2018, peut-être un autre 0, peut-être un autre 1. C'est que tu ne pourras pas compter sa plus-value. Tu ne pourras pas compter sur tes revenus à chaque mois. Et la seule chose que tu vas avoir à compter, c'est que le capital se paie si tu n'arrives pas dans le trou à chaque mois. Fait que je ne suis pas très un fan des condos. J'aime mieux diriger les gens vers un petit triplex, souvent en région, au lieu de l'avoir dans un plein centre-ville, c'est plus rentable. Ben, est-ce que possible d'investir mes REER, mes CRI pour acheter une propriété? Le CRI, ça ne l'est pas parce que c'est un régime qui est enregistré et on ne peut pas le sortir. La seule façon de le sortir au Québec, c'est avec un RAP, un régime d'accès à la propriété. Tu as le droit à 25 000, mais il faut que ça soit ta première maison et que tu demeures dedans. Il ne faut pas que ça soit un investissement. Et tu ne dois pas avoir acheté une autre maison avant. Il y a plein de règles, mais c'est une belle façon de faire. Sinon, si tu viens dans les soirées mensuelles de Montréal, j'ai Michel Martel qui est avec moi, qui est corporatif tout le tour de la salle, et elle offre des projets en immobilier dans tes REER, mais ce n'est pas un immeuble que tu achètes. Tu achètes avec un groupe. Fait que ça, il faut le regarder. Joël, est-ce que l'achat de cartes cadeaux pour nos locataires peut être une dépense admissible? Et j'aurais de la misère à répondre, Joël, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'une carte cadeau, c'est à peu près n'importe quoi que tu peux acheter avec.
Personnellement, j'aime mieux faire des cadeaux, une bouteille de vin, une carte. C'est rare que je vais donner une carte cadeau. Et est-ce que le fisc, est-ce que l'impôt va l'accepter? Ça peut être des cartes cadeaux que tu gardes pour toi que d'acheter du chocolat, par exemple. Tu as 25 locataires, c'est rare que tu vas acheter 25 boîtes de chocolat pour toi. Là. Ils vont voir que c'est pour donner. Je ne suis pas sûr là-dessus que ça passerait. Est-ce que les frais de formation et de coaching sont des dépenses admissibles pour réduire nos revenus de location de nos immeubles? La réponse est oui. Tout ce qui est formation, coaching, dans le but de gagner un revenu, c'est une dépense. Si tu vas apprendre la broderie ou le macramé, ça ne sera pas une dépense admissible pour l'immeuble à revenus. Et ça peut être une dépense aussi pour personnel. Vous n'avez pas d'immeuble encore, vous voulez commencer à investir en immobilier et vous aimeriez ça que ça soit une dépense admissible, et oui, c'est possible. Fait que si tu, par exemple, si tu gagnes et tu as un taux d'imposition de 50 tu fais une formation de 3 000, bien, la formation te revient à 1 500 parce que tu as une déduction de l'impôt. Fait que oui, ça l'est. Fait que ça complète les questions pour la semaine. Fait que manquez pas, lundi prochain, écrivez-moi. Ça me fait toujours un plaisir de y répondre à tous les vendredis. Et gênez-vous pas, peu importe la question, que ce soit en rapport avec l'immobilier locatif, l'immobilier de flip, les mini-entrepôts, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup. Bonne semaine.